Tu vois, ça pétarade. Ouais. Et donc, comme c'est des soupapes en tête, il faut qu'on ouvre ça là. Ouais, elles sont juste en dessous les soupapes, je Ouais, crois. tu as Là. deux vis. Et il faut qu'on tourne le moteur, voir ce qui se passe. Bon. Bon, c'est pas forcément très grave, hein. Mais Ouais. c'est peut-être juste comme il n'a pas tourné depuis un petit moment. Et il suffit qu'il soit arrêté sur un temps d'admission. Et la soupape, je pense que c'est la soupape d'admission Ah, ouais. qui Ah doit oui, être... parce que j'ai cru voir que ça recrachait par le filtre à air, non? Voilà, donc en fait, je pense que c'est la soupape d'admission qui est restée ouverte, qui était en position ouverte tout le temps qu'il était arrêté. Et comme elle était pas à l'abri. Allez, on est parti, on va prendre le quad. Ok. Bon, on va essayer de tourner une intro tant bien que mal, comme ça. Franchement, je voulais de l'amélioration pour 2025, mais bon, ça sera visiblement pas pour tout de suite. C'est encore un peu raté. Bon, franchement, je savais pas ce qu'il y avait. Apparemment, il y avait une soupape qui serait restée en position ouverte ou je ne sais quoi, mais... Pourtant, ça faisait 2 mois qu'on ne l'avait pas démarré quand même. Ça faisait à peu près Enfin, c'était au mois de septembre, donc ouais, à peu près 2 mois, je dirais. Il y avait effectivement le filtre à air qui était bouffé carrément, hein. Voilà, apparemment bouffé par les escargots, je sais pas trop, mais... Donc voilà, je sais pas trop. Par contre, oui, il va falloir changer le filtre à air, ça c'est sûr. Il n'y a pas de saloperie qui rentre là-dedans. Bon, on va quand même le cache, il est là. On va quand même remettre ça, je pense. Qu'est-ce qu'il faut? Le niveau d'huile, on est à combien? Oh, on est large, effectivement. Ah, encore un peu tiède d'ailleurs. Ça a l'air d'aller. La compression. Ah oui, bon, on a retrouvé la compression qu'on avait perdue tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, hop. Comme ça, et là. C'est bon, ça marche. Bon, en tout cas, il faudra changer le filtre à air au moins. Et puis, là, il y a quoi? Ah bah oui, c'est le réservoir d'essence qui est là. Ok. Le petit pot d'échappement. Oui, d'ailleurs, va savoir pourquoi les échappements, ils sont souvent vers l'avant. Alors que d'habitude, bah, je sais pas, sur une moto ou sur une voiture, c'est à l'arrière l'échappement, logiquement. Pour pas se prendre tous les gaz d'échappement dans la gueule, quoi. C'est plutôt logique, non? Mais bon. En fait, c'est juste clipsé dessus. Voilà, c'est un moteur Briggs & Stratton, 163 cm3, tout ça. 650 XI, il s'appelle, ou EXI, quoi. Mais c'est à peu près le type de moteur qu'il y a le plus souvent, ouais, les 163 cm3. Voilà. Avec démarrage au recoil starter.
Moi, j'adore le démarrage au recoil starter. Non, mais je vais retrouver un quad avec un recoil starter. Il me le faut, ce quad, ce Grizzly 350, là, ou je ne sais quoi. Mais il faut qu'on revende l'autre. Alors, sinon, je le vends pas cher et je rachète un Grizzly, mais bon. Ouais, soit je le vends pas cher et je rachète un Grizzly 350, je sais pas, ou un Bruin 350, c'est... Honnêtement, je vois pas trop la différence entre les deux, ça a l'air... Mais j'aimerais bien déjà en essayer un pour voir si quelqu'un en a un dans la région, voir si ça répond bien, parce que le nouveau, là, le Goes 500S, je crois, il s'appelle tout simplement, je sais plus. Bah, il répond mal. Je sais pas s'il y a un problème de transmission ou je sais pas, mais faut monter hyper haut dans les tours pour accélérer. Il a beaucoup de mal dans les montées aussi, j'ai l'impression. Après, ça c'est un peu normal, mais de là à être obligé d'être à fond dans les montées, enfin, et puis la poignée d'accélérateur est super dure aussi. Enfin, il y a rien qui va, quoi. C'est au bout de... Après, vous allez me dire, c'est pas fait pour faire des grands trajets, mais quand même, il y en a bien qui font des randos de plusieurs heures, voire même plusieurs jours des fois, mais il y en a bien qui font des randos de 2 heures au moins, et là, au bout de même pas 30 minutes, non, même pas, je sais pas combien de temps, j'ai déjà mal au pouce, c'est pas agréable. Donc, je vais voir si je... L'autre était bien mieux, hein, le CF Moto 600 de 2010, il était parfait en fait. Faut juste réussir à le remettre en état qui tourne bien, mais je sais pas trop ce qui pose problème là-dessus, c'est ça le problème. On a déjà changé plein de choses. Bon, déjà, faudrait changer les pneus aussi de celui-là. Il y en a un qui est carrément lisse et dégonflé en plus. Donc, faut changer les pneus déjà. Donc voilà, celui-là, il a un recoil starter en plus, hein. Ouais, celui-là, il a un recoil starter en plus, là en dessous. Je vois pas trop. Là, bah ça, c'est le porte-bagages avant, là, qu'il faudra remettre un jour. Est-ce que... Ah bah oui, les clés sont encore dessus. Est-ce que tu crois qu'il va... Le compteur. Après le compteur, faudrait réparer aussi le câble du compteur de vitesse. Ça doit être ça parce qu'il marche quand il veut. Et du coup, il n'a pas non plus les kilomètres qu'il a. Bon, là, il a 10 337 kilomètres. Mais en vrai, il doit avoir beaucoup plus. Enfin, les kilomètres heure, ça, c'est bizarre parce qu'il y a des fois, il montait à 65 km heure. Et je pense que j'y étais réellement aux 65 km heure. Mais des fois, il retombait à 0 ou 1, 2, 3, 4, 5, alors qu'en vrai que j'étais à 50 km/h. Faudrait essayer de... Non. Bon, voilà. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné aussi, hein, il y a ça, faut le faire rouler de temps en temps. Ça c'est juste le cache du réservoir, mais en fait faut
faut enlever le bouchon pour le remettre en fait, le cache. Encore ce qu'il faut. Mais bon, ouais quoi. C'est chiant, hein. Exactement régulier, mais ça tourne mieux qu'avant quand même. Il tourne mieux et il fait moins de bruit que l'autre en fait. Ah. Par contre, c'est quand tu veux accélérer qu'il cale, c'est ça le problème. Et il n'y a pas d'embrayage là-dessus pourtant, hein. Enfin, il y a il y a un embrayage centrifuge avec courroie de variateur là, mais c'est pas une boîte de vitesse 1 N 2 3 4 5 comme les motos tout simplement, ou je pense certains quads de type Raptor. Je crois que les Raptor ils sont comme ça parce qu'ils ont c'est un vrai moteur de moto en fait qu'il y a dessus. C'est un moteur de peut-être XTX 660 ou quelque chose comme ça. Il y en a un qui a dit, c'est le... Enfin, TCQR, je crois, au début, il croyait que c'était le même moteur que la MT-07, mais non, puisque c'est un monocylindre, et la MT-07, c'est un bicylindre. Ça doit être la base du moteur Grizzly 650, 660, et donc de la XTX 660, je crois. Peut-être, je sais plus. Ou alors, ça n'a rien à voir, hein, ça a été fait spécialement pour le Raptor, mais il me semble que ça serait de la base... peut-être de la... Ou alors est-ce qu'il y a eu une version 700 avec le moteur de 686 cm3? Parce qu'à l'origine, c'est un moteur de 686 cm3, je crois. Je sais plus. C'est tellement le bordel, mais les Grizzly 700, sous le nom de 700, ils ont un moteur de 686 cm3. Et je crois qu'il y a même eu une série, je sais plus quelle année, mais ça a dû être produit qu'un an, une série en 708 cm3. Ouais, bizarrement, mais après ils sont revenus au moteur de 686 cm3. En monocylindre toujours. Mais c'est pas les plus gros monocylindres, hein, parce qu'il y a déjà les Suzuki King Quad qui font 750, alors en vrai c'est 723 je crois cm3, un truc comme ça. Mais ils s'appellent 750, alors bon. Mais en vrai, ils font 721, 722, 723, je sais plus. Centimètres cubes en monocylindre. Mais il y a eu encore plus gros, hein. Il y a la DR800. Là, pour le coup, c'est une grosse moto monocylindre. 800 cm3. Donc là, c'est pareil. Je crois qu'en vrai, c'était 779 ou 797, je sais plus. Centimètres cubes en monocylindre. Après, il y a peut-être eu dans l'histoire des plus grosses motos monocylindres encore, mais la DR800, c'est une des plus gros monocylindres contemporaines, on va dire. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, elle est plus produite, mais non, sinon, ça serait le King Quad 750, du coup, le plus gros monocylindre encore en production, je pense. Et le Grizzly 700 chez Yamaha. En général, ouais, maintenant c'est ça, au-dessus de 700 cm3. Et encore même sur la plupart des motos, maintenant c'est à partir de jusqu'à 400 cm3, on a beaucoup de monocylindres en majorité. Mais à partir de, ouais, peut-être 500 cm3, on a surtout du bicylindre après. Ouais, bizarrement, en 500 monocylindres, il n'y en a plus beaucoup. 600 monocylindres. Moi, pourtant, c'est ce que je voudrais. Après, un 600 cm3, ça serait... C'est quand même assez puissant, mais ça fait un beau bruit, je trouve, les 600 monocylindres. Moi, j'aime bien, en tout cas.
La XT660, ouais. Mais apparemment, si, il y a eu les... Alors, les MT-03, je sais plus exactement. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la MT-03, c'est un modèle plus ancien, en tout cas. Et donc, au début, elle a été produite en 660 cm3. Ensuite, il y a eu la MT-07, donc qui était en 700 cm3. Du coup, ils ont fait la 03, mais en 350 cm3, en fait. Enfin, 321 cm3 exactement, je crois. Il me semble que c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, tu as la gamme des MT. Il y en a plus que ce que je pensais, en fait. Je pensais qu'il y avait la MT-125 déjà, la MT-07 et la MT-09. Mais il y a aussi, du coup, la MT-03 et la MT-10 qui fait 1000 cm3 pour 165 chevaux, je crois. Oui, c'est une grosse bête. C'est assez puissant. Ouais. Bah déjà que la 07, elle fait combien d'origine? Elle fait quoi? Elle fait peut-être 80, 85 chevaux en 700 cm3, je sais pas, mais peut-être même 100 chevaux, je sais plus. Ah, des fois, t'as des... C'est pour ça que je me demande comment certains moteurs de seulement 700 cm3 ou... Enfin, même 1000 cm3, c'est par exemple les moteurs de la motoneige Sidewinder. Je crois que c'est à peu près la même base que le buggy YXZ. C'est un moteur de 1000 cm3, 3 cylindres, mais qui développe 180 chevaux. Je me demande comment ils arrivent à sortir 180 chevaux sur un moteur 3 cylindres de 900 cm3. Sinon, c'est ça ce qu'il faut mettre dans notre future voiture de sport. Hein. Une petite voiture de sport de 800 kg avec ce petit moteur Yamaha de 180 chevaux pour 1000 cm3, ça sera parfait. Là, on a une Lotus, quoi, une Light is Right limite. Enfin, en tout cas, ça reprend la philosophie de Light is Right de Lotus, mais avec un moteur Yamaha. Alors que par contre, si on va dans l'autre sens, les moteurs, par exemple, de tondeuse et motoculteur notamment, c'est un rapport de cylindrée puissance de 1 sur 30 à peu près. C'est-à-dire que, par exemple, le Honda GX 390, il a une cylindrée de 390 cm3, 389 exactement, mais bon, pour une puissance de 13 chevaux à peu près. Enfin, certains, ça varie entre 11,7 et 14 selon les sources. Mais on dit environ 13 chevaux, ça va simplifier le calcul puisque ça fait un rapport de 1 sur 30. Alors que par contre, si on reprend le moteur de la Sidewinder qui fait 180 chevaux pour 1000 cm3, là on a un rapport de presque 1 sur 5. On a 1 sur 6, je sais plus. 1000 divisé par 180, ça fait combien? Donc ça fait un rapport de 1 sur 5,55 précisément. Donc effectivement, c'est un rapport de puissance qui est quand même très important. Plus le chiffre est petit, en fait, plus le rapport cylindrée-puissance est important. On a même, bien sûr, sur les moteurs de compétition, mais ça c'est encore autre chose, certains moteurs de compétition qui développent, notamment je crois que les V8 3000 cm3, je crois c'était un peu, je crois que c'est en dessous de la Formule 1, c'était la Formule 3000, je crois qu'ils appellent ça. Apparemment, c'est un moteur V8 de 3000 cm3 qui doit faire, je dirais des bêtises, mais peut-être 600 chevaux. Là aussi, ça fait un rapport de 1 sur 5. Je suis absolument pas sûr de la source, mais je crois que je sais plus, il y avait le musée Matra dans le Loir-et-Cher, on y a été le 1er septembre, là. Et il y avait un moteur de, je sais plus, 6 cylindres en V, un truc comme ça, donc un V6, je sais plus combien cylindré. Il faisait 800 chevaux, je crois, pour une cylindrée assez petite. Non, attends, c'était un V6, je suis même pas sûr. Il faisait 850 chevaux, je crois, pour une cylindrée, une petite cylindrée en plus, je crois 3000 ou 2000 ou... Non, même pas 2000 cm3, c'était pas 1800 cm3, je sais plus. Mais oui, c'est impressionnant. Et puis après, sur les moteurs 2 temps, on trouve déjà des 125 2 temps, comme la Cagiva Mito qui sort, je crois, 35 chevaux. Je pense qu'en compétition, on peut arriver sur des chiffres encore plus importants.
Je crois qu'il y a en compétition certains moteurs 2 temps qui arrivent à faire près de 40 chevaux, un truc comme ça. En 125 cm3. C'est assez incroyable. Après, par contre, c'est des moteurs, oui, qui sont pas faits pour faire des longues distances. Des fois, ils changent le cylindre piston après chaque course, je crois, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est un peu dommage. Non, il faut un moteur puissant, durable, qui puisse faire au moins 300 000, voire 1 million de kilomètres, avec un rapport de cylindrée-puissance de 1 sur 10, c'est bien. 1 sur 10, ça fait pour notre bicylindre 800 cm3, environ 80 chevaux, où j'avais dit 75 parce que je sais pas pourquoi j'aime bien le 75. Alors non, pas 75 pour Paris, mais 75 parce que c'est 3/4 de 100. C'est juste un hasard que Paris porte le numéro 75, hein, parce que dans l'ordre alphabétique, c'était la Seine, et donc ça correspondait au numéro 75. Oui, l'ancien département de Paris s'appelait la Seine, en fait, avant le redécoupage de 1968. Enfin bref, c'est compliqué tout ça. Là, à chaque fois, on s'écarte du sujet et on prend sur autre chose. Donc, cette partie de vidéo-là sera sur la vidéo Light is Right du 30 novembre et le reste sur une vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, et on va garder ça. Voilà. 14 535 km. Je sais pas si je l'ai déjà démarré depuis la vidange du 4 novembre. Si, on était à 14 500, donc j'ai dû le sortir une fois, mais je sais plus quand. Donc on va voir, là ça fait peut-être bien au moins 2 semaines qu'il a pas tourné. Je vais le démarrer là. Voir combien de coups de kick il faut mettre pour le démarrer. Ah bah dis donc. Il démarre bien. Bon là c'est... Oh. Là tu vois, il remonte plus aussi bien qu'avant. Faudrait dégraisser un petit peu là. C'est un petit peu rouillé. Ça fait ça quand il est froid, il fait un petit bruit particulier, ou quand ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré. Et puis ça s'efface avec, au bout de quelques temps, là, au bout de quelques secondes, ça s'efface. Voilà. Là, tu vois, si ça remonte pas. Tu vois, ça remonte pas exactement tout seul comme avant. Donc là, ouais, je vois que c'est un tout petit peu rouillé. Je vais essayer de remonter. Donc on va aller chercher le produit magique que tout mécano a dans ses tiroirs en général. Bon, on va en mettre un petit peu là. Wow. Pour essuyer le trop plein là. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Pour essuyer un peu le trop plein. L'excédent, c'est ça. D'ailleurs, j'ai même pas pris les clés, je suis... Hop. Et là, normalement, alors ça va pas remonter tout de suite tout seul, mais...
Bon, là, il n'y a pas le contact, hein, ça craint pas démarrer, mais bon. Hop, voilà. Je pense que ça devrait suffire, hein, et puis voilà, sinon, je l'ai jamais démonté, d'ailleurs, le carter de variation, là, de courroie. Je sais même pas tous les combien ça se change, la courroie. Alors bon, parce que ça doit se changer tous les un temps de kilomètres, non? Je sais pas. Là, ça fait 14 000, bientôt 15 000 peut-être. Je sais pas si ça se change tous les 3 ans ou 15 000 kilomètres ou si ça peut durer bien plus longtemps que ça, mais bon, on verra. Le phare, il fonctionne toujours, hein. Voilà. Bon, j'espère que ça va durer. Là, on a le phare. Là, on a les pleins phares. D'ailleurs, fais voir si je me mets en face, là. Voilà, là, ça éclaire un peu vers le bas. Et plein phare, oui, ça éclaire vers le haut, vers en face, normalement. Moi, j'avais appris que les phares, les feux de croisement, ça éclairait sur à peu près 35 mètres. Et que les pleins phares, ça éclairait sur à peu près 100 mètres. Mais bon. Bon, bah, on va le démarrer, hein. Là, par contre, le phare, il s'allume dès que tu mets le contact. Il s'allume pas que quand tu démarres le moteur, là. Ouais, c'est différent. Parce que sur la XTX, il s'allume que quand tu démarres le moteur. En fait, il fonctionne entièrement sur dynamo, j'ai l'impression. Et du coup, même quand le moteur il tourne à assez bas régime, le phare, on voit qu'il clignote un petit peu, je trouve. Quand ça clignote, enfin quand le moteur est à très bas régime, limite proche de caler, et ben le phare est assez hésitant, on va dire, quoi. Parce que c'est sur dynamo, je sais pas combien de tours minutes il faut pour que ça soit fluide, mais normalement le ralenti normal c'est 1300 à 1500 tours minutes là-dessus. 1300 à 1500 tours minutes, et normalement ça doit être fait pour que le phare on le voit bien même à ce régime-là. Là c'est quand c'est limite proche de Calais, donc à peine 1000 tours minutes je crois quand ça fait ça, mais voilà. Et puis le quad, faut qu'on s'occupe à un moment. On a dit qu'on allait peut-être changer du coup la sonde lambda, c'est le seul truc qu'on n'a pas encore changé. Puis c'est surtout les pneus qu'il faut changer. De ce côté-là ça va, mais de l'autre côté... Bon, là je sais pas si on va bien voir, mais il est... déjà il est très usé, et puis surtout il arrête pas de se dégonfler, donc... Allez, on le démarre. On peut l'aider un peu. Après, je sais pas si c'est le ressort, mais je pense que c'est... À mon avis, ça devait être un peu rouillé, un peu... On voit que c'était un peu rouillé quand même au niveau de l'axe. Ah si, il remonte tout seul, il commence à remonter tout seul. Par contre, ça fait un peu bizarre. Faut éviter de faire ça quand on est avec tout. Là, t'as un bruit, alors je sais pas ce que c'est. Quand tu viens juste de le démarrer, il fait un petit bruit je sais pas, limite de frottement. Et puis au bout de quelques secondes, ça s'efface. Alors je sais pas du tout si c'est la courroie, si c'est parce qu'il est froid, si c'est parce que... Je vois pas ce que c'est, mais... Il y a un autre truc, alors là je pense que ça doit pas se voir parce que les deux roues doivent à peu près toucher au sol. Mais quand la roue arrière touche pas au sol, en fait elle tourne légèrement, même au ralenti, même au régime de ralenti, la roue arrière elle tourne très doucement, toute seule. Voilà. Et ça c'est typique de tous les scooters, je pense à variation continue à mon avis. Même sur un, je sais pas, faudrait essayer sur un Kymco Agility 125 par exemple. Je sais pas pourquoi je l'aime bien celui-là, parce que c'est un
Le Kymco Agility 125, c'est un scooter de la taille d'un 50 comme celui-ci, quoi. Mais avec un moteur de 125 et avec le démarrage au kick en plus. Donc à la rigueur, si je suis pas à l'aise avec les vitesses, mais moi c'est pas trop mon style de moto les scooters, mais ouais, à la rigueur, je sais pas si ça n'a aucune utilité que je m'achète un Agility 125 de toute façon, mais bon. Alors il va commencer à avoir chauffé, là j'avais pas trop l'habitude de les faire chauffer avant, mais bon. On dit que, il y en a qui disent que c'est inutile de faire chauffer le moteur avant de partir. D'autres qui disent que c'est du CO2 de perdu. Mais du CO2, il y en a toujours eu. De toute façon, n'importe quelle combustion, même quand tu brûles du bois, ça dégage du CO2. Donc arrêtez avec ça, il y en a toujours eu. Ce qu'il faut, c'est absorber le CO2. C'est la forêt, la déforestation. Et puis les algues aussi. Tout ce qui est la mer, ça absorbe énormément de CO2 aussi, apparemment. Plus que la forêt d'ailleurs. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de surface de mer, d'algues, de plancton et tout ça que de forêt aussi. Donc certains disent que c'est inutile, d'autres disent que voilà. Et papa il dit par contre qu'il faut laisser légèrement chauffer le moteur pour que l'huile soit à bonne température. Alors ça doit être peut-être plus pour les motos à vitesse du coup. Que l'huile soit à bonne température pour passer les vitesses, qu'elle passe bien ou un truc comme ça. Donc du coup j'essaye de la faire chauffer un petit peu 1 ou 2 minutes si elle ne cale pas avant, mais le ralenti il tient mieux qu'avant quand même, mais quand même faut rester à côté quoi. Alors que celui-là il n'y a pas de problème, hein. Le ralenti même quand des fois il démarre pas super bien, et ben hop il se met tout seul au régime de ralenti, régime assez haut d'ailleurs. J'ai l'impression que le régime de ralenti là-dessus, ouais, c'est au moins 1500, hein. Il est très haut je trouve. Ouais, ça doit être 1500 à peu près le régime de ralenti, je sais pas trop. Sachant que là on est sur un monocylindre 4 temps de 50 cm3. Et oui, c'est un 4 temps parce que je vous raconterai tout ça plus tard, mais à l'époque je voulais un scooter 4 temps parce que c'est plus facile en entretien et tout. Et puis ça consomme moins aussi, on dit. On dit que ça consomme moins, que c'est plus robuste, c'est plus fiable. Avec un 4 temps, tu peux faire facilement 100 000 km, alors qu'avec un 2 temps, certains changent le piston tous les ans des fois. Alors non, moi je veux absolument pas changer le piston tous les ans, moi, c'est quoi ça? Bon allez, on y va. Donc voilà, on est de retour à Crissey. J'aime bien cet endroit parce que bah déjà c'est un des plus beaux villages de France effectivement, hein, donc voilà. Et donc ici c'est la rue de la Porte Bigot. La Porte Bigot qui doit être juste ici, là ça doit être le mur qui s'avance un peu. Et ben il y avait une porte à cet endroit-là. C'était la Porte Bigot, voilà. Et ici, bah, je pense que ça doit être ici, là il y a des pierres, ouais, il y a des étais, des trucs comme ça. Qu'à un moment ça s'était effondré les pierres, c'est très rassurant d'ailleurs. Donc la route a été coupée pendant assez longtemps. Mais là, j'ai l'impression que ça passe à nouveau. Puis même quand c'était coupé, ça passait. C'est juste qu'il y avait un risque d'effondrement, mais bon. Ah, tu vois, il y a plein de... La roche de l'amitié, ça s'appelle? Je connaissais même pas. La roche de l'amitié. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui habite à l'année là-dedans, mais... Ou alors ça doit être un gîte, ou je sais pas. Bon, en tout cas, on doit pas voir beaucoup le soleil, ici, hein. Ouais, parce que même une journée bien ensoleillée comme aujourd'hui, c'est assez sombre ici, hein. D'ailleurs, même sur la place, là, il y a les murs des maisons qui gênent un peu. On va aller voir si vous voulez. Voilà, rue de la Porte Bigot. Attends, regarde, j'aime bien le truc. Cave à vendre, environ 100 mètres carrés. Bah, moi, je veux bien, c'est assez grand, plus 100 mètres carrés, mais après... c'est que il va pas y avoir beaucoup de lumière quoi là-dedans. Là voilà, la Porte Bigot, ça doit être ça. Ouais, là on voit qu'il y a des pierres taillées, là il devait y avoir effectivement une porte là entre ces deux bâtiments. Et
Bah, elle y est plus, hein, parce que ça fait plusieurs siècles, hein, je pense que c'est comme ça. Voilà. Et donc là, il y a un petit passage, je sais plus où ça va, mais il y a un petit passage tout mignon. Voilà. C'est sympa. Et puis on va revenir sur la place du Grand Carrois. Enfin, la place n'a pas de nom, mais c'est la maison là qui s'appelle Maison du Grand Carrois. Je pensais que ça s'appelait la maison Jeanne d'Arc d'ailleurs, il me semblait. Je sais pas pourquoi, mais il me semblait que c'était la maison Jeanne d'Arc, mais en fait non. D'ailleurs, je crois qu'elle est même plus récente que Jeanne d'Arc, parce qu'il me semble que c'est du... c'était pas 16e et 17e siècle, je sais plus, et Jeanne d'Arc c'était au 15e siècle. Donc ça serait un peu plus récent que Jeanne d'Arc, je crois, cette maison. Mais voilà. Bon, là d'ailleurs les pierres elles sont encore bien abîmées, mais bon. D'ici ça se voit moins. Donc voilà, là il y a quand même du soleil, il est par là le soleil, d'ailleurs maintenant il doit être 15h à peu près. Donc on est déjà vers la fin de journée, quoi. Vu que en plein hiver les journées sont assez courtes. Là, voilà, là ça y est, je suis dans la lumière. Faut vraiment se mettre dans le bon axe en fait pour voir la lumière. Mais là, je suis en plein sur la route, donc je vais pas rester là. Voilà, c'est trop beau. Cette petite rue là, la rue du Château, elle est trop belle, je trouve. La petite rue là. Ouais. Et puis la rue de la Porte Bigot, bah on va continuer, on va remonter par la Porte Bigot. Donc voilà. C'est quoi c'est? Ah, c'est 16e siècle, c'est ça, la maison du Grand Carrois. Ouais, donc c'est un siècle plus récent que Jeanne d'Arc quand même. Voilà. Mais je sais pas pourquoi, je croyais qu'elle s'appelait la maison Jeanne d'Arc, moi. Mais c'est possible que Jeanne d'Arc y soit passée, parce qu'on pense qu'elle serait passée par Saint-Épin le 6 ou 8 mars 1429, je sais plus la date exacte. C'est tout à fait vraisemblable qu'elle soit passée par Saint-Épin. On sait qu'elle est passée à Sainte-Catherine de Fierbois pour aller chercher son épée. D'ailleurs, faudrait que je vous raconte l'anecdote de Sainte-Catherine, mais bon. Et elle serait vraisemblablement passée par Crissey pour aller chercher le roi à Chinon, du coup. Vu que... Tiens, logis de la Poterne, ancienne porte Bigot, c'est ça. Ça aussi, c'est du 16e siècle à peu près. Et donc, elle serait vraisemblablement passée par là. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a une anecdote aussi, c'est que apparemment, on raconte que à l'époque, le roi, il croyait que c'était une tentative d'assassinat ou une tentative un peu de piège, tu vois. Et donc, du coup, ils avaient déguisé un valet en roi et le vrai roi en valet. Et Jeanne d'Arc, elle s'est pas trompée, elle est allée vers le vrai roi qui était déguisé en valet. Donc voilà. Et donc l'autre anecdote, c'est qu'elle a été chercher son épée à Sainte-Catherine de Fierbois, donc. Et pendant longtemps, l'épée, elle a été exposée dans l'église, sauf qu'à un moment, elle a été volée et elle n'a jamais été retrouvée. Donc maintenant, c'est une copie, je crois, qui est dans l'église de Sainte-Catherine. Mais pendant longtemps, elle était exposée dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois, il me semble, l'épée de Jeanne d'Arc. Un jour, on y passera à Sainte-Catherine. Bah, si un jour, j'arrive à faire mon road trip dans le Loir-et-Cher, normalement, on passe par Sainte-Catherine de Fierbois. Enfin, c'est la route que j'avais déjà prise en Kisby. D'ailleurs, une des 2 fois que j'ai été dans le Loir-et-Cher en Kisby. C'est aussi les plus longs trajets que j'ai fait avec. Il y a entre 60 et 70 km, je crois 64 km. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la grande route, la route la plus rapide en voiture en tout cas, elle fait 66 km, je crois. Et ben on passe par Sainte-Catherine, ouais, si on passe par cette route-là. Je suis passé par Sainte-Catherine. Ensuite, ouais, le Louroux, Toxigny, Courcey, tout ça. Courcey, c'est très joli d'ailleurs, faudrait que je vous fasse une vidéo. Et il faudrait que je vous retrouve la GoPro, d'ailleurs c'est vrai que je m'en sers plus.
Faudrait que je la ressorte. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que même quand on s'en sert pas, la batterie se décharge. Donc l'autre fois, je crois que j'avais enlevé la batterie. On va voir si elle s'est déchargée quand même ou pas. Mais parce que la batterie, tu peux l'enlever en fait. Enfin, je crois qu'il y avait 2 batteries qui est fournie avec. Il y a 2 batteries qui sont fournies avec. Mais la batterie, tu peux pas la charger toute seule. En fait, faut la charger avec la GoPro dessus du coup. Parce que la prise, elle est sur le boîtier de la GoPro. Elle est pas sur la batterie, la prise en fait. C'est ça ce qui est bizarre, je trouve. Donc, faut la recharger avec la batterie dedans, quoi. Mais sinon... Et sinon, l'autre raison pour laquelle je m'en servais plus, c'est que ça fait des fichiers, même à la qualité minimale, ça fait des fichiers qui prennent énormément de place. On est du genre... D'ailleurs, les vidéos, elles étaient coupées en vidéos de 11 minutes 51 précisément. Elles n'étaient pas entières en fait. Enfin, elles étaient coupées et du coup, c'est pas compliqué de les rassembler sur n'importe quel logiciel de montage, mais c'est toujours un peu chiant des fois. Non, il manquait pas des bouts justement, mais elles étaient coupées en plusieurs morceaux. Si tu faisais une vidéo qui faisait 30 minutes, tu vois, t'avais... je crois que la balade en quad que j'avais fait là, c'est peut-être une des dernières fois où j'ai sorti la GoPro d'ailleurs, c'était il y a 1 an à peu près. Eh bien, la vidéo en elle-même faisait 30 minutes à peu près, je crois 29 minutes précisément. Et donc, elle était découpée en une première vidéo de 11 minutes 51, une deuxième de 11 minutes 51, et puis le reste après, donc peut-être environ 6 minutes, quelque chose comme ça. Mais ça la recoupe en 11 minutes 51, comme si tu pouvais pas faire plus long que 11 minutes 51 par vidéo. Et ce que je vous ai pas dit, donc, c'est que chaque tronçon de 11 minutes 51, ça fait 3,7 Go, c'est-à-dire 3700 mots. 3700 mots pour seulement 11 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop. Avec mon téléphone, quand je les recoupe les vidéos, je crois que je suis à 300 mots pour 10 minutes à peu près. Enfin, ça dépend énormément. Ça dépend que s'il y a plus de mouvement, la vidéo va prendre plus de place. Et s'il y a peu de mouvement, la vidéo va prendre moins de place, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai remarqué moi en tout cas. Donc voilà. Et la GoPro, j'ai essayé de la recouper avec le logiciel Vidéopad là que j'utilise. Même en diminuant la qualité, bah ça diminue pas beaucoup. Ça diminue bien sûr le volume, mais elle faisait quand même, je crois, 2 Go, 2000 mots pour 20 minutes. Un truc comme ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop en tout cas. Donc je l'utilise plus. J'avais un logiciel d'ailleurs qui convertissait, parce que la GoPro en plus c'est pas le même format, c'est le format, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est pas le format MP4 classique des téléphones, c'est un autre format qui prend beaucoup plus de place. Et j'avais un logiciel sur mon ancien ordi que mon oncle m'avait envoyé, parce que lui il s'y connaît bien en montage vidéo, en ordi et tout ça, et en informatique donc. Et donc c'est mon oncle qui m'avait envoyé ça pour... depuis, j'ai jamais réussi à le retélécharger et ça marchait plus. Enfin, sur le nouvel ordi que j'ai depuis 2 ans maintenant, j'y arrive plus. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à le réinstaller ou à convertir les vidéos, je sais plus trop. Mais ça convertissait les vidéos en format MP4 1080p, c'est-à-dire format téléphone normal, quoi, comme tu filmes avec ton téléphone. Et ça faisait des vidéos qui prenaient pas beaucoup de place, beaucoup moins de place que les formats originaux de la GoPro. Donc, faudrait que j'essaye de bidouiller ça, que je vois ce que je peux faire. Parce que ça commence à... C'est pas encore saturé, mais ça commence à avoir plein de place sur je sais pas, sur le disque dur de mon ordi. J'ai 900 mots de stockage à peu près. Non, 900 Go, du coup, 900 000 mots de stockage. Je crois qu'en vrai, c'est 1024, mais la vraie capacité de stockage, c'est 900 en fait. À peu près 900, et j'ai déjà utilisé plus de 600. Donc là, j'essaye de faire du ménage de ce que je peux, mais je suis obligé de garder toutes les vidéos. En tout cas, j'ai envie de garder toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne, c'est-à-dire il y en a plus de 400, parce que j'ai pas envie de les perdre, en fait, c'est tout. On verra ce que je fais après. Là, perso, ça fait combien? Ça fait 2 ans, 3 ans que j'y suis dessus, je sais plus. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai mon ordi. En tout cas, avant, je faisais sur un vieux ordinateur des années, je ne sais plus combien même. Ouais. Là, maintenant, j'ai un ordi portable, mais
que j'utilise presque comme fixe parce qu'il y a la souris dessus, il y a le disque dur qui se balade à côté, il y a la souris, il y a... parce que je suis plus à l'aise avec une souris en fait. Et puis des fois, il y a aussi le micro et le casque audio pour les enregistrements, mais ça, je le fais que pour enregistrer mes chansons. Donc, ils sont pas tout le temps branchés dessus. Mais j'ai vraiment un bureau, voilà quoi. Donc, je peux l'emmener, hein, ça pose pas de problème. Je l'ai déjà emmené chez mes grands-parents, par exemple. Faut que ça vaille le coup, quoi. Et donc, la GoPro, c'est pareil, il faut que ça vaille le coup du voyage. Donc là, j'y ai pensé à la ressortir, mais uniquement quand j'étais déjà parti. Donc, quand je venais de partir, j'allais pas remonter là-haut juste pour ça, sachant que la batterie était certainement déchargée, qu'il n'y avait plus de place ou je ne sais quoi d'autre, et que à transférer, c'est le bordel en plus. Non, mais franchement, c'est vraiment le bordel à transférer sur l'ordi, et en plus, c'est des fichiers qui prennent beaucoup trop de place. Donc non, ça va pas là. On faisait comment d'ailleurs avant, à l'époque des caméras sur pellicule et tout ça? Je sais qu'à une époque, on coupait véritablement, en fait, on coupait les pellicules entre les images et qu'on rassemblait comme ça pour faire des films apparemment. On faisait vraiment ça apparemment à l'époque de la pellicule matérielle, il y avait déjà des photos et des vidéos, mais il y avait quand même toujours un support matériel. La musique, par exemple, c'était sur disque vinyle à l'époque. Et tout, enfin voilà, tout était matériel. À l'époque, il y avait déjà le téléphone, par contre, mais uniquement le téléphone fixe. Et ça coûtait hyper cher d'appeler, apparemment, à l'époque. Dans les années, je dis ça, dans les années 1960-1970, apparemment. Donc, il y avait des téléphones fixes, mais ça coûtait hyper cher les appels, apparemment. Donc, on n'appelait pas tout le temps. On s'envoyait encore des lettres, par contre, la poste fonctionnait encore à l'époque. Enfin, si, ça fonctionne toujours aujourd'hui, mais plus pour les colis Amazon, j'ai l'impression. Alors qu'avant, la poste, c'était des lettres, des cartes postales qu'on s'envoyait entre amis, entre potes, à la famille. Je suis presque nostalgique de cette époque que j'ai pas connue. En fait, moi, j'aimerais retourner à l'époque matérielle, en fait. Sinon, encore avant, à l'époque, il y avait le papier. Le papier, ça a quasiment toujours existé. Du papier, des crayons, voilà quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est juste sensible au feu, mais sinon, à part les incendies, ça craint pas grand-chose, le papier. Et l'eau aussi, ça craint un peu l'eau aussi des fois. Surtout si tu dessines au feutre lavable, bah ça forcément, dès qu'il y a une averse, ça s'en va quoi. Mais non, oui, à part ça, le papier, c'est un support assez fiable, quoi. C'est tout, je pense qu'on va se quitter pour aujourd'hui parce que si je vais quand même retourner une autre séquence un petit peu plus loin là. Mais sinon, on va se quitter aujourd'hui parce que ça fait une vidéo très longue et je pense que je vais juste mettre ça pour le 7 décembre. Je vais pas faire un truc trop long parce qu'elle est déjà longue la vidéo du 7 décembre. Enfin, elle fait à peine 30 minutes, je crois qu'elle fait 23 minutes, c'est pas ça? Je crois que j'ai déjà monté 23 minutes de la compilation du 7 décembre. Et donc ça va être la suite. Et là, j'en suis à 19 minutes. On est à 14 596. Bientôt 14 600 du coup. Et puis les 15 000, bah, on verra. Les 15 000, ça sera en décembre ou janvier certainement, je sais pas. Ça dépend si je roule beaucoup avec, parce qu'en ce moment, je roule moins. Je roule beaucoup moins qu'à une époque. Et la troisième année, enfin entre le 15 juillet 2023 et le 15 juillet 2024, j'ai fait que 3800 km, alors que la deuxième année, j'avais fait 5800 km. Et la première année, j'avais fait 4000 km. Ouais, j'ai regardé à peu près autour du 15 juillet, puisque je l'ai eu le 15 juillet. Je me souviens, ouais, quand on a été le chercher, il avait exactement 0,5 km. Là, voilà, 0,5. Oui, il y a aussi les centaines de mètres, là, carrément. Ils auraient pu mettre un disque gradué jusqu'à... Ouais, mais personne n'aurait fait 1 million de kilomètres avec ça en même temps, alors bon.
déjà 100 000. Mais moi, par contre, si je l'avais gardé 20 ans, j'aurais fait 100 000 km avec en 20 ans, ouais. Donc voilà. Bon, allez. On le démarre. Bien sûr. Ah bah si, ça remonte. Ça y est, ça remonte. Ça y est, ça remonte, je pense. Tu vois, il suffisait juste de mettre un petit coup de chip sheet dans le... là où c'est rouillé, et puis ça y est. Bon, voilà. Bon, pour les plus fidèles à ma chaîne, je pense que vous devez reconnaître cet endroit, hein, parce que j'y suis venu plusieurs fois déjà. Donc voilà, le lavoir des Roches-Tranchelion, c'est là. Après... là, il y a de l'eau, là, en ce moment. Ouais. En ce moment, il y a plutôt pas mal d'eau. Donc voilà, on va peut-être pas y rester trop longtemps parce que en vrai j'ai le temps, enfin quoique je sais même pas quelle heure il est, mais bon. C'est juste que j'ai plus trop de place de stockage, quoi, donc voilà. On va essayer de faire vite. Donc voilà, il y a une petite table là pour s'arrêter manger si on veut. Une fois on était venu avec le quad ici d'ailleurs, enfin même je crois que j'y suis revenu depuis. Avec le quad. Donc voilà, on va voir, je vais essayer de voir ce que ça donne à travers les fentes de la table comme ça. Mais ça va pas tenir, faut un support assis comme ça. Ouais, ah comme ça c'est pas mal. Mais par contre il faut zoomer un petit peu. Voilà, on va zoomer un petit peu. Voilà. Et ben c'est bon. Donc voilà. Et là effectivement, on a un sol bien dur. Et donc normalement, tu vois, la béquille centrale, elle sert à quelque chose, elle sert à... Il y a une roue, toujours au moins une roue qui pose au sol. Donc là, c'est plutôt la roue avant, ça dépend de la répartition des masses. S'il y a du chargement à l'arrière, ça va être la roue arrière qui va poser. Mais là, c'est la roue avant. Ça peut dépendre aussi de la pente. Donc ça tombe bien que ce soit la roue avant qui pose par terre. Parce que vous allez voir, déjà je vais vous le démarrer. En fait, si vous regardez bien, bon déjà là le kick, normalement il est censé remonter tout seul. Ah bah parfait. Parfait, il remonte tout seul. Voilà. En fait, la roue arrière, elle va tourner
légèrement toute seule en fait. Vraiment. Ah bah non. Ah, parce que c'est bizarre quand j'avais fait le... Et ça se voit très bien sur la vidéo du 16 novembre je crois. La roue arrière est tournée toute seule en fait. Et je pensais que c'était dû au régime de ralenti du moteur. Il y a toujours un petit peu de frottement entre la courroie et tout ça. Et que du coup ça actionnait un petit peu la roue quand elle était dans le vide. Mais en fait là on la voit plus tourner bizarrement. Elle roule pas longtemps la roue avant, il y a beaucoup de l'air, c'est pas du frottement. Il est bien chaud. Juste tiède. Là, tu vois, si je donne un coup de kick, il va remonter tout seul normalement. Bah c'est parfait, tu vois. Il y avait juste à mettre un petit coup de produit puis ça remonte tout seul. Hop, allez. C'est bien que je pensais, c'est que l'axe était un petit peu rouillé. Et donc il suffisait de, voilà, de repartir. Voilà, le Peugeot